Un nom sur Google Maps, une étendue de sable immense et une frontière en pointillé, ou une zone blanche mettant en évidence une absence de données sur la région, voilà l'image que l'on a du Sahara occidental. Cet état pour le moins énigmatique, dont on ne parle jamais et dont on doute de son existence. En réalité, cet affichage est purement fictif et résulte d'un conflit avec le Maroc. Si nous devions voir les vraies frontières existantes, cela ressemblerait à ça. Intriguant de voir un Maroc si étendu. Voyons ça en détail. Aujourd'hui, nous allons découvrir le Sahara occidental. Ce pays a un statut différent de tous les autres États traités dans notre série. Entre colonisation et annexion, le Sahara occidental a une histoire singulière. Le Sahara occidental est jugé comme le dernier territoire postcolonial à ne pas avoir un statut déterminé. Géographiquement, le Sahara se situe entre le Maroc au nord, l'Algérie au nord-est et la Mauritanie à l'est et au sud. Il a une superficie de 266 000 km², ce qui représente la moitié de la France. La population est estimée aux alentours de 600 000 habitants, ce qui donne une densité de population relativement faible. Historiquement, le territoire appartient en 1514 au Maroc. Au cours du XVe et XVIe siècle, les Espagnols et Portugais viennent s'installer sur la côte et construisent des forts. Mais ils en sont chassés au bout de quelques années. En 1884, l'Espagne place le Sahara occidental sous protectorat. Les frontières ne sont pas clairement définies jusqu'à l'accord de 1912 entre la France et l'Espagne. Ce traité fait suite au traité de Fès, signé entre le Maroc et la France, qui a consacré la mise en place d'un protectorat français au Maroc. Lorsque vint l'époque de la décolonisation, le Maroc français prit son indépendance en 1956. Le royaume à nouveau indépendant tenta de récupérer les territoires du sud contrôlés par l'Espagne pour satisfaire son projet de Grand Maroc. Le Grand Maroc, c'est le mouvement soutenu par le roi du Maroc dans le but de revendiquer tous les territoires qui ont un jour appartenu au Maroc. C'est d'ailleurs au nom de ce projet que le Maroc ne reconnaîtra pas l'indépendance de la Mauritanie en 1960 pour pouvoir contester les frontières tracées par les colons. Au cours de la guerre de libération, les Marocains parviennent à libérer le Cap Juby et les territoires entourant Ifni. Mais cette avancée est vaine car une opération conjointe de la France et de l'Espagne repousse les forces libératrices marocaines. En 1963 éclate la guerre des sables, opposant l'Algérie, fraîchement indépendante, au Maroc, qui revendique des territoires algériens pour restaurer le Grand Maroc. Mais la guerre est plus longue que prévu, et aucun camp ne prend le dessus sur l'autre. Le cessez-le-feu est signé en 1964, ce qui laisse les frontières inchangées. En 1969, le conflit algéro-marocain s'atténue et le Maroc reconnaît enfin l'État de Mauritanie. Ces trois États frontaliers au Sahara espagnol vont pouvoir faire front à l'Espagne qui essaie de calmer la situation en décolonisant Ifni qui revient au Maroc. C'est la chute du régime de Franco en 1975 qui va faire basculer les choses. Se pose alors la question du devenir du territoire qui est revendiqué par le Maroc, la Mauritanie ainsi que le Front Polisario, créé 2 ans auparavant et qui souhaite former un État indépendant, la République arabe sahraoui démocratique. Le Front Polisario reçoit d'ailleurs le soutien de l'Algérie. Mais le Maroc, qui souhaite par-dessus tout affirmer ses droits sur le territoire, organise la Marche verte. À la demande du roi Hassan II, 500 000 Marocains se rassemblent devant la frontière du Maroc et du Sahara occidental espagnol. 350 000 d'entre eux se mettent en marche et traversent la frontière. La Marche verte est une marche pacifique où les Marocains brandissent le drapeau du Maroc et le Coran pour affirmer leur reconquête du territoire. Suite à cette marche, l'Espagne doit capituler et reçoit les représentants du Maroc et de la Mauritanie et signe ensemble
le 14 novembre 1975, les accords de Madrid. Ces accords prévoient que le Maroc reçoive 2 tiers du territoire et la Mauritanie le tiers sud. Mais le Front Polisario, qui est le grand perdant, n'est pas satisfait de cette nouvelle partition qui met de côté la volonté du peuple sahraoui. La Cour internationale de justice est saisie pour arbitrer le conflit. Par son jugement, la Cour reconnaît les allégeances ancestrales des tribus sahraouis prêtées autrefois d'une part au sultan du Maroc et d'autre part à la Mauritanie. Mais elle estime que ces liens juridiques ne montrent pas que le Maroc ou la Mauritanie ont une souveraineté sur le territoire revendiqué, car ces allégeances ne correspondent pas à des traités bilatéraux que pourraient passer 2 États ensemble. La Cour recommande alors la tenue d'un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui. L'ONU, quant à elle, vient remettre en cause les accords de Madrid et juge le traité non recevable pour préconiser un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui. En 1976, l'Espagne retire son armée et son administration du territoire pour finaliser la décolonisation. Suite au départ espagnol, et contrarié par les accords de Madrid que le Maroc et la Mauritanie appliquent toujours, le Front Polisario proclame le 27 février 1976 l'indépendance de la République arabe sahraoui démocratique. Les affrontements commencent. Le Maroc et la Mauritanie entrent en guerre et s'opposent aux forces armées sahraouies soutenues par l'armée algérienne. Mais en juillet 1978, un putsch renverse le président mauritanien. Un traité de paix est alors signé entre le Front Polisario et la Mauritanie qui lui cède le territoire sud hérité des accords de Madrid. En août 1979, le Maroc fait valoir ses droits sur ce territoire et annonce l'annexion de l'ancien territoire mauritanien. Entre 1982 et 1987, le Maroc va construire au fur et à mesure un mur qui, une fois terminé, sépare le territoire contrôlé par le Maroc, soit 80% du Sahara occidental, et celui du Front Polisario, qui ne détient que 20% du territoire, principalement à l'est. Alors bien sûr, pour le mur, on ne parle pas du mur de Trump, plutôt de quelque chose qui ressemble à des barrières de terre pour définir une limite. Les combats entre le Maroc et le Front Polisario et l'Algérie reprennent, et c'est finalement en 1991 que les affrontements cessent avec la signature d'un cessez-le-feu et la promesse d'un référendum d'indépendance faite par le Maroc. Alors peut-on parler d'État indépendant pour la République sahraoui ? Eh bien pour l'ONU, le Sahara occidental est officiellement reconnu comme une province non autonome et sans autorité administrative. Néanmoins, pour 34 pays dont l'Algérie, la République sahraoui est reconnue comme un État indépendant et souverain. L'Algérie justifie son soutien à la République sahraoui par le principe d'autodétermination des peuples auquel elle a eu recours lors de la guerre d'indépendance contre la France. Le Maroc, lui, s'est approprié le territoire et a investi plusieurs milliards d'euros afin d'aménager la province. Le réseau de voirie a été amélioré, notamment l'axe côtier nord-sud qui relie le Maroc à la Mauritanie. Cet axe facilite désormais le commerce avec la Mauritanie et le Sénégal. Des écoles et des hôpitaux ont été construits, le réseau d'eau potable a été amélioré ainsi que les réseaux télécoms. Le Maroc a également investi dans des ports pour exploiter les ressources maritimes de la côte. Enfin, des aéroports ont été construits à Laayoune et Dakhla pour augmenter le tourisme dans la région. Le Maroc souhaite faire des stations balnéaires pour stimuler le tourisme comme celle de Dakhla le long de la côte. Pour ce qui est des installations industrielles, 2 centrales solaires ont été construites à l'est de Boujdour et des parcs éoliens ont été construits. De plus, le Maroc exploite désormais les mines de phosphate présentes dans la région, ce qui lui permet d'être le premier producteur mondial de phosphate. Pour finir, il y a aujourd'hui, dans le Sahara occidental occupé par le Maroc, 3 fois plus de Marocains que de Sahraouis. C'est le résultat de la politique d'exonération fiscale établie par le royaume dans les provinces sahraouies. C'est-à-dire que les Marocains ont été exonérés de taxes ou d'impôts s'ils venaient vivre dans le Sahara occidental. Mais au-delà de ça, soutenir un conflit au Maroc permet à l'Algérie d'affaiblir son voisin tout en faisant planer une menace. Selon certains experts, la seule solution pour une résolution durable du conflit serait de
laisser la population s'exprimer par le référendum. Mais le Maroc, très normalement, car ce n'est pas dans son intérêt, refuse cette proposition et souhaite que le territoire devienne une province du Maroc, tout simplement. Vous vous en doutez, le Front Polisario, lui, sans s'opposer à l'option du référendum, préférerait un accord redonnant la souveraineté aux Sahraouis sur le territoire. En avril 2018, l'ONU avait exigé des deux parties de trouver un accord en 6 mois. Mais les négociations furent sans issue car aucun des partis n'est prêt à céder. Le Maroc est soutenu par la France et l'Espagne, qui sont ses deux premiers partenaires commerciaux, mais aussi des États européens et occidentaux qui s'appuient sur la stabilité du Maroc pour lutter contre l'islamisme ou encore limiter les flux de migration humaine. Les États-Unis sont aussi les alliés du Maroc dans la lutte contre l'islamisme dans le Sahara, donc du point de vue des Occidentaux, le Maroc est un allié important et il est souvent décrit comme un royaume stable qui a survécu au printemps arabe et qui lutte contre l'islamisme. Le Maroc a donc toutes ses chances de gagner le conflit. En tout cas, le mieux qu'il puisse arriver au Front Polisario est que le statu quo soit conservé, car le recul des frontières marocaines n'est désormais plus envisageable par celui-ci, et même s'il n'a pas la souveraineté juridique, il est indéniable qu'il a une souveraineté effective. Pour conclure, le Maroc rencontre tout de même des problèmes commerciaux du fait de son annexion du Sahara occidental. La Haute Cour sud-africaine ou la Cour de justice de l'Union européenne ont notamment refusé la mise sur le marché des ressources halieutiques ou minières, notamment le phosphate, provenant du Sahara occidental, car officiellement, le droit international reconnaît que le commerce de ces ressources doit être encadré par le Front Polisario. Par exemple, les accords entre l'Union européenne et le Maroc ne peuvent pas s'appliquer pour les marchandises provenant de ce territoire. Mais le Maroc a adopté début 2020 des lois permettant de légitimer l'espace maritime du Sahara occidental, ce qui ne devrait pas changer grand-chose pour la Cour de l'Union européenne. Aussi, le Maroc intensifie son annexion car l'Algérie, alliée du Front Polisario, traverse une profonde crise politique, ce qui l'empêche de se concentrer sur le conflit. Des consulats du Gabon, de Côte d'Ivoire, de Centrafrique ou des Comores ont d'ailleurs ouvert au Sahara occidental courant 2020, ce qui a pour conséquence une reconnaissance de l'appartenance du territoire sahraoui en faveur du Maroc.